Donc je suis Valérie Astier, la coordinatrice de la Ligue contre le cancer. Et la Ligue contre le cancer de la Haute-Loire et la MGEN vous remercie de votre présence ce soir pour ce ciné-débat pour Septembre en Or et les cancers pédiatriques. Avec une projection du film La guerre est déclarée, un film bouleversant, joué et réalisé par Valérie Donzelli. Une lutte pour la vie inspirée d'une belle et vibrante histoire vraie. Ce ciné-débat sera suivi d'un mot de la présidente de la Ligue contre le cancer, Hélène Bérard, puis un mot du représentant de la MGEN, Arnaud Laurent, puis de témoignages autour de parcours différents, difficiles, mais tout aussi inspirants, tels que celui de Céline Nigro, maman d'Atis, d'Alexandra Gisclon, maman de Maë, de Pierre Julien et Aline, les parents de Paul, ou encore Marion Sommier et Grégory Coston, parents de Lou et Elena. Nous aurons également l'intervention de professionnels, tels que le dispositif Maya, accompagnement des 15-24 ans atteints de cancer en Auvergne, basé au CHU d'Estaing. Sophie Kropatz, psychologue, et Anne-Sophie Riotor, infirmière coordinatrice, qui ont notamment accompagné Atis pendant son parcours de soins. Nous aurons aussi sûrement l'intervention du docteur Ragazon et du docteur Grange, qui diront un mot, qui sont les pharmaciennes de l'hôpital Émile Roux. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et nous nous retrouvons tout de suite pour les témoignages après cette projection. Merci à tous. J'avoue qu'il est un peu difficile de prendre la parole après un film aussi fort, une histoire aussi bouleversante, mais qui est pleine d'espoir. Une histoire que vivent des milliers de familles chaque année. En France, ce sont près de 2500 enfants qui sont touchés par la maladie cancéreuse. Qualifiés de rares, ces cancers très différents de ceux des adultes sont la première cause de décès par maladie chez les moins de 20 ans. La Ligue est le premier financeur indépendant de la recherche sur le cancer. Depuis 2004, soit 20 ans, elle soutient les appels à projets de recherche sur les cancers des plus jeunes, enfants, ados et jeunes adultes. Sur les 5 dernières années qui se sont écoulées, ce sont près de 18 millions d'euros et 39 projets qui ont été soutenus pour une meilleure compréhension de l'origine de ces cancers, l'amélioration de la vie quotidienne des jeunes malades, l'amélioration de la qualité de vie une fois l'épreuve de la maladie passée, l'identification de pistes thérapeutiques inédites, l'innovation en matière de prise en charge des traitements. Nous avons souhaité cette année, en partenariat avec la MGEN, qui est à nos côtés depuis de nombreuses années, on s'est connus à la Course des filles, et la MGEN est fidèle depuis de nombreuses années auprès de nous. Nous sommes aux côtés non seulement des petits malades, mais de leurs familles, parce que c'est un combat dur, qui est rude, qui dure longtemps, qui n'est pas toujours gagné, malheureusement, mais il faut conserver l'espoir. Et nous sommes là pour les soutenir grâce à nos soins de support, qui comprennent surtout un soutien psychologique qui est important, je dirais vital, pour que chacun, dans les familles, puisse garder espoir et le courage de se battre. Je laisse la parole à Monsieur Laurent. Oui, merci. Donc, bonjour. Pour vous dire que nous aussi, on est ravis, côté MGEN, de ce partenariat avec la Ligue. En fait, on cherche à mener une action ensemble, une fois par an. Effectivement, depuis quelques années, là, on est ravis. C'est la première fois qu'on essaye un ciné-débat. On a fait des conférences, etc. Puis là, du coup, ça a bien marché. C'est vrai que le film a été magnifique, il est très émouvant, il est plein d'émotions. Ce parcours de vie complexe, on voit qu'il passe un peu par toutes les émotions. Cette famille, il reste très soudé aussi, moi ça m'a impressionné.
Donc, pour vous dire, nous, MGN, en quelques mots, de manière très synthétique, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, en gros, on est une mutuelle. On est une complémentaire santé des agents de la fonction publique. Du coup, notre cœur de métier, tout qu'on fait, c'est la complémentaire santé. Et en même temps, on accompagne les gens sur des moments de vie plus complexes, c'est-à-dire les gros aléas de la vie, comme l'arrêt de travail, le handicap, l'invalidité, la dépendance et le décès, ce qu'on appelle un peu la prévoyance. Ça, c'est notre histoire, notre cœur de métier. Et puis en même temps, on gère aussi des établissements médico-sociaux. C'est-à-dire qu'on a des centres de santé, des centres de santé mentale, des EHPAD, des soins de suite et de réadaptation. Donc on participe aussi au service public dans ce cadre-là. Et puis, vu qu'on est une mutuelle, c'est-à-dire qu'on est attaché à des valeurs de solidarité notamment, et on a une vie démocratique. Donc on a des élus, certains sont présents dans la salle. Là, j'excuse Frédéric Séjourné, notre président local, il n'a pas pu être disponible ce soir. Mais en gros, donc, on a une vie bénévole, comme vous aussi à la Ligue, qui participe à la vie de leur mutuelle. Et donc, ils font des choix. Mutuelle vit aussi parce qu'on élit des représentants. Il y a une vie démocratique qui s'organise. Ils font des choix à l'échelle nationale et puis ils déclinent ces choix à l'échelle locale. Et à l'échelle locale, ils peuvent participer à des actions concrètes comme celle-ci ce soir. Donc, on va dire que dans des thématiques, je vais dire il y en a 3 ou 4, on peut agir localement sur son territoire. Notamment dans l'action sociale, on peut venir en soutien à des gens en difficulté financière et essayer de rompre l'isolement des personnes âgées. On peut mener des actions de prévention santé ou d'éducation à la santé, avec l'éducation nationale notamment, des actions de prévention santé sur l'activité physique, etc., la prévention des cancers. Et puis, on va mener des actions aussi sur les engagements sociétaux de la mutuelle. On a envie de peser des fois pour et faire évoluer la société, j'allais dire. Donc en ce moment, il y a 2 thématiques qui nous tiennent à cœur, l'égalité homme-femme et la fin de vie. Et sur le sujet de la fin de vie, on aimerait bien aussi voir la loi évoluer pour une prise en charge dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on est tout qu'on fait pour plus de directives anticipées, une meilleure formation des professionnels, plus de soins palliatifs, tous azimuts, et puis aussi pour arriver à une aide active à mourir. Voilà, pour vous dire que du coup, ces engagements qu'on a, certes, on est une complémentaire santé, on porte des valeurs, on essaye de les faire vivre avec des élus, et en même temps, on décline des actions sur les territoires. Et c'est pour ça que voilà, on est content notamment de réussir ces actions. Et en prévention santé, vous verrez aussi, on cherche à lutter contre les discriminations. Donc on est partenaire de la semaine d'information sur la santé mentale. Au mois d'octobre prochain, vous proposez là aussi des actions et des ciné-débats. Voilà, merci surtout à la Ligue. Et je suis épaté toujours par la diversité de vos actions, et notamment aussi quand j'ai découvert les soins de support, comment vous accompagnez les personnes avant, pendant et après la maladie. Voilà, donc bravo pour tout ça. C'est très très et merci important. À vous d'être venus. Et puis place au débat maintenant, je pense. Et, oui, tout à fait. Nous allons laisser place aux témoignages qui vont être très forts et qui émanent de familles qui ont été touchées par cette douloureuse épreuve. Alors bonjour, donc Alexandra, je suis la maman de Naé. Et en fait, Naé, on peut faire un copier-coller du film qu'on a vu. Naé, elle a le même parcours qu'Adam. Excusez-moi. Du coup, Naé, elle a été diagnostiquée d'une tumeur cérébrale quand elle avait 8 ans. Diagnostic lors d'une consultation ophtalmo, donc autant dire qu'on ne s'y attendait pas. Naé, elle a été opérée sur Lyon parce que le neurochirurgien qui pouvait l'opérer, il était à Lyon à ce moment-là. Et du coup, tout son traitement ensuite s'est fait sur Lyon. Elle a eu donc le même parcours qu'Adam puisqu'elle a une tumeur rare aussi. Donc elle a eu de la chimiothérapie, ce qu'on appelle haute dose, donc en chambre stérile, voilà. Et après, Naé, elle a eu 6 semaines de protonthérapie. C'est comme de la radiothérapie, mais c'est une technique qui est plus évoluée. On cible vraiment uniquement la tumeur pour éviter de faire des dégâts sur le cerveau
C'est pour les tumeurs cérébrales des enfants et puis les tumeurs difficilement accessibles. Donc on est parti 6 semaines à Nice, en famille, parce que à ce moment-là, donc Naï, elle avait 8 ans, elle en a maintenant bientôt 11, donc elle est en rémission. Et à ce moment-là, on avait aussi son petit frère qui avait 4 ans. Donc on a été séparés quand même assez longtemps, pardon. Toute la famille, on a fait des allers-retours à Lyon. Et on a choisi de partir tous à Nice pendant 6 semaines. Voilà. Et ensuite, Naï, elle a continué encore, s'est pas arrêtée à la protonthérapie, elle a fait une chimiothérapie d'entretien. Donc là, c'était plus simple parce que c'était des cachets qu'elle prenait à la maison pendant 6 mois. Le diagnostic était en janvier 2022, elle a été en rémission en septembre 2022. Voilà, là, Naï, elle va bien, elle a très peu de séquelles, elle est rentrée en 6e, voilà. Quoi dire, donc nous, Naï, elle a bénéficié des soins de support sur Lyon, l'hôpital de Lyon, quand elle était hospitalisée. Alors ces soins de support-là étaient financés essentiellement par une association qui s'appelle l'Appel. C'était des soins, elle a eu réflexologie et puis sophrologie. Et ensuite, quand les soins de Naï, le gros des soins étaient terminés, j'avais contacté la Ligue pour que Naï puisse bénéficier d'un suivi psychologique plus près de chez nous. Donc on a pu en bénéficier grâce à la Ligue 43, et pour Naï et puis pour la famille aussi en général. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres choses. Si après on a été aussi quand même, ça je tiens à le signaler, soutenu par des associations qui nous ont aussi aidés pour partir tous les 6 à Nice. Parce que partir 6 semaines à Nice, on est parti, la protonthérapie c'était juillet-août. La solution qu'on nous donnait pour se loger à Nice, c'était une maison hospitalière, pour lequel normalement c'est l'enfant et un adulte. Donc sinon, au-delà de un enfant et un adulte, c'était pas pris en charge. C'est compliqué. Il aurait fallu qu'on mette un matelas par terre pour notre fils. C'était uniquement une chambre. Enfin, nous ça nous convenait pas. On voulait pas ça. On voulait être tous les 4. Et du coup, c'est grâce à des associations locales qu'on a pu nous aider à trouver un logement et à financer ce logement, parce que 6 semaines à Nice pendant l'été. J'aime autant vous dire que le budget, là, on l'avait pas. Donc voilà, donc on remercie les associations aussi locales qui nous ont donné un coup de pouce. Voilà. Merci à toi. Merci pour votre témoignage. Merci. Bonsoir, donc nous sommes les parents de Paul, qui a aujourd'hui 14 ans, enfin qui les a eu hier d'ailleurs, et on lui a diagnostiqué une leucémie juste avant ses 4 ans, donc une LALB, pour ceux qui connaissent, donc avec un plutôt bon pronostic au départ, et un traitement de 3 ans et demi de chimiothérapie. Donc Paul a été traité au CHU à Saint-Étienne. Nous aussi, il y a beaucoup de choses qu'on a retrouvées dans le film, l'annonce, les coups de fil à la famille, et puis ce mot « nous » de leucémie qui nous a bien aidés parce qu'il n'y a pas cancer dedans, donc c'était plus facile à dire. Et puis tous ces moments à l'hôpital. Après, peut-être pour nous, ce qui n'est pas dans le film, c'est que nous, il y a une fratrie, un bébé à ce moment-là, plus petit que Paul, et puis un grand frère. Donc un autre combat à mener aussi, avec toute cette organisation pour gérer tout le monde. Et puis ses frères et sœurs qui n'étaient pas à ce moment-là acceptés à l'hôpital. Donc ça, c'était difficile. Aujourd'hui, par contre, grâce à la recherche et à tous les questionnaires qui sont faits sur le suivi de la maladie, on a appris, nous, cet été avec l'oncologue, que les frères et sœurs sont beaucoup plus admis pendant l'été puisqu'il n'y a pas de virus.
Ça leur permet de voir où est l'enfant et puis de passer un peu plus de temps avec son frère ou sa sœur, puisque ça c'était difficile. Après nous, Paul a eu des effets à cause des corticoïdes au début de la maladie, donc il a perdu la marche pendant quelques mois, donc c'était un peu les plus gros effets sur lui. Et ensuite, il a tout réappris comme un bébé, à ramper, à marcher. Et puis lui, son rêve surtout, c'était de courir, parce que c'était un petit garçon très actif. Donc on a organisé pour la même association, pour l'Appel, qui nous a aussi beaucoup aidé sur les temps d'hôpital, le Trail du Mézin, qui depuis 2015, puisque nous la maladie est arrivée cette année-là, 2014, 2015, le Trail du Mézin existe et donc contribue à aider cette association qui vient en aide aux familles. Voilà, je dirais que ce qui est compliqué aussi, c'est la suite des traitements. Nous, on a eu la chance que Paul soit rapidement en rémission et que la maladie s'arrête rapidement. Mais les séquelles psychologiques sont importantes quand on grandit. Et c'est difficile de grandir avec cette maladie, même si elle est guérie. Et ça, je pense qu'on a encore du chemin à faire là-dessus. Surtout quand on est adolescent et qu'il faut gérer plein de choses, se passer, pour lesquelles des fois il n'y a pas trop de souvenirs. Et c'est surtout avec ce que les parents racontent que ça se construit. Et c'est pas évident du tout pour un adolescent de vivre avec ça. Et d'accepter un suivi ou un accompagnement. C'est compliqué. Voilà, mais il va bien. Alors, sur la maladie, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que ce qu'a dit Aline. Par contre, c'est vrai que dans le film, on voit, il y a une... Bon, c'est vrai que le moment où on nous annonce la chose, c'est pas un super bon moment, même c'est même un peu violent. Enfin, on le vit tous un peu différemment, mais c'est vrai qu'il y a un avant et un après. Et puis nous, moi je l'avais ressenti comme ça, assez vite, il y a une période bizarrement d'euphorie en fait. Ça s'est passé comme dans le film, c'est-à-dire nous ça s'est passé un revenant de vacances, on s'est débrouillé pour un rendez-vous un peu urgent à Saint-Étienne, sans qu'on sache tellement pourquoi on était là. Un peu comme là aussi. Et après, c'est exactement pareil, on a convoqué la famille, le temps qu'on rentre finalement des vacances, sauf que nous on est passé par Saint-Étienne, on nous a fait l'annonce. On a réuni tout le monde, on a fait une petite réunion de crise, à base de repas. On n'a pas passé forcément une super nuit, mais bon, jusque-là tout était normal, on est rentré à l'hôpital le lendemain. Et après, oui, il y a cette période, moi j'ai vécu une période un peu d'euphorie, parce que finalement on est tout de suite obligé de sortir un peu de la torpeur pour se mettre en projet. Il y a une période où on voit, ils font des travaux, alors nous c'était un peu ça, et puis il y a plein de copains qui passent, et puis des copains qu'on connaît pas, il y a eu toute cette petite aventure. L'appel qui est venu le lendemain, je crois, le lendemain de l'hospitalisation, et qui nous a parlé de ses actions, et puis on n'a rien trouvé de mieux que de leur dire qu'on allait participer aussi, et la dame m'a dit tout de suite, mais vous avez mieux à faire. Et en fin de compte, c'est aussi ces projets-là qui nous ont permis de tenir et puis de passer à autre chose. Alors, pour tout vous dire, moi ce film, il est magnifique, hein, j'ai passé un bon moment, mais devant vous là, c'est un peu ressassé tout ça, quoi. C'est un peu douloureux. Mais peut-être qu'il faut. Et c'est vrai que depuis qu'on est en projet, depuis le début, en fait, depuis tout ça, on n'a pas eu ce petit temps-là. Et en fait, peut-être que nous, c'était à une autre époque, là, par rapport au témoignage précédent. Alors, c'est après le film, pour autant. Mais c'est vrai que, mine de rien, si malheureusement ça vous arrive, que ce soit pédiatrique ou autre, moi je pense qu'il faut comment dire, il y a des choses chiantes à faire. C'est-à-dire, il faut faire des papiers, il faut se renseigner. Parce que nous, on s'est retrouvés dans un système où Paul était franchement très très bien pris en charge. Effectivement, au début, il y a une forme d'émulation autour de nous. Et puis c'est vrai que ça fait un peu le tri, et c'est pas... moi j'en veux à personne en fait. C'est pas les gens qui disparaissent à qui j'en veux, parce qu'en fait c'est pas facile quand on est extérieur à tout ça, de poser les questions. Et c'est vrai que quand je connais des gens qui ont des galères de santé, moi je m'oblige pas en fait, pour moi c'est tout à fait naturel, de leur demander des nouvelles. Je suis pas du tout ni pudique, ni timide, voilà. Et je pense qu'il faut pas en vouloir à ceux qui s'éloignent. Il faut plutôt, si on tient à eux, aller vers eux, parce qu'en fait il faut pas s'isoler, c'est facile à dire, hein, quand on peut. Mais le système a sans doute un peu évolué aussi par rapport aux accompagnements des parents, parce que c'est vrai que nous, assez vite, moi j'ai pu être... quand une chose comme ça arrive, il faut réorganiser le quotidien.
on était jeunes parents, on était en train de faire des travaux. Ça, c'était pas terrible pour les soins. C'était même carrément, on pouvait pas habiter chez nous. Donc, on a trouvé des solutions. Et Aline, on se relayait parce qu'on avait un tout petit bébé. Et puis, il y avait Paul à aller voir à Saint-Étienne plus ou moins tous les jours. Il n'existait pas grand-chose. Donc, quand on a commencé à un peu moins travailler, Aline a été très embêtée aussi. Donc, et puis, on a une assurance qui nous a proposé de l'aide une fois qu'on n'avait plus besoin, quoi. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis surtout, c'était pas rétroactif. Donc en fait, malheureusement, il y a des trucs pénibles à faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Mais nous, d'assistante sociale, j'ai pas un énorme souvenir. Une fois à l'hôpital, c'est l'assistante sociale de l'hôpital qui nous avait donné un rendez-vous pour faire le dossier MDPH à l'époque. Ouais. Mais bon, j'ai pas un énorme souvenir de ça. Donc j'espère au moins que là-dessus, il y a de la prévention un peu, au moins pour aider les gens qui ont un truc pénible à faire. C'est les associations. Ouais, alors, ça, j'espère que ça, du coup, ça a évolué sans doute en mieux, parce que par rapport à ça, nous, on a... Ah, ça peut évoluer en mieux? Ah, bon. L'assistante sociale, on l'a rencontrée pour faire le dossier MDPH. Donc, comme nous. Ouais. Et ça s'est arrêté là. Ouais. Alors maintenant, il existe des choses pour... alors, il y a l'histoire des congés, je crois, enfin, des gens qui peuvent donner leur... Mais nous, on est éducation nationale, donc il n'y a pas de jour de congé. Non, mais c'est une loi qui a quand même... Mais vous voyez, on est dans l'espèce de don. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose d'un petit peu plus normal et qui n'est pas soumis, on va dire, à la... Comment on pourrait dire ça, à l'apitoiement des collègues ou des proches pour ça. Enfin, voilà. On peut faire un choix, puisque moi, étant enseignante, je me suis retrouvée à prendre un congé parental. J'avais pas d'autre solution, en fait. On vous donne le choix entre... Soit vous avez droit à cette allocation, ou soit à celle-là, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Donc en fait, il faut trouver une solution à votre problème. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Donc trouver une solution, la seule que j'avais, c'est que j'avais un bébé. Voilà. Donc débrouillez-vous avec ça. Bon, on a peut-être réorienté le débat. Et ça, c'est notre témoignage. En tout cas, depuis, on voit la vie autrement et c'est plutôt pas mal. Bon, après, ça ne sera pas le passé tout le temps non plus. Hein. C'est pour toi, Valérie. Ça fait aussi partie du parcours, donc il faut aussi en parler. Je vais laisser la parole à Céline. Bonjour, moi c'est vrai que notre parcours à nous est un petit peu différent, voilà. Parce que c'est pas un enfant petit. Moi je suis la maman d'Atis qui avait 19 ans quand on a découvert son cancer. Donc bien sûr le contexte est différent. Par contre oui effectivement l'annonce, vous voyez je confirme c'est quelque chose, voilà c'est comme un caillou qui vous tombe sur la tête. Donc nous c'était à Saint-Étienne et on nous a annoncé qu'Atis avait 1% de chance de survie à 6 mois. Donc bien évidemment ça a été compliqué. Après tout de suite Atis et nous on s'est dit bon voilà, ok, on nous donne pas beaucoup de chance mais on va tous se battre. Et Atis la première, voilà, donc on a cherché un peu partout, en fait, effectivement, le combat commence, à partir du moment où vous savez ça, le combat de chercher le meilleur chirurgien, le meilleur hôpital, des possibilités à travers la France, mais aussi à travers le monde. C'est un cancer des poumons, muco-épidermoïde, voilà, c'est un truc barbare, où il y a une dizaine de cas dans le monde entier, donc un cas particulier, voilà. Sauf que quand nous on l'a découvert, en fait, elle avait déjà les 3/4 de ses poumons atteints et puis déjà des métastases osseuses. Donc voilà. Donc on est passé par, il n'y a pas eu d'opération, mais par ces phases de chimiothérapie, de traitement, par le Gustave Roussy. En fait, on n'a pas pu bénéficier d'un test. Mais en fait, Gustave Roussy a donné la possibilité à Jean Perrin de pouvoir utiliser un traitement
qui n'existait pas encore en France, en fait, voilà, un traitement américain. Donc voilà, bon, moi je suis infirmière dans l'éducation nationale aussi. Donc, par contre, moi j'ai eu la chance effectivement de pouvoir bénéficier d'un congé longue durée, congé longue maladie, pour pouvoir m'occuper de ma fille H24. Donc je l'ai suivie parce que voilà, le truc c'était qu'Atis, elle avait beau avoir 19 ans, il était hors de question qu'elle soit ne serait-ce qu'une minute seule. Elle pouvait se battre, mais il fallait que je sois là. Donc, moi, mon vécu, c'était H24 à l'hôpital, pendant parfois des hospitalisations d'une semaine, d'un mois, sur une petite banquette, voilà, à côté de son lit, ou en réanimation, quand elle avait fait des passages en réanimation. Alors, j'ai eu la chance, parce que, voilà, Atis, elle fait partie d'une fratrie de 4 sœurs. Nous avons 4 filles. Et donc, une grande sœur de 21 ans, et puis 2 autres sœurs qui avaient 16 ans à l'époque. Donc, faut pas que je t'y regarde parce qu'elles sont dans la salle. Voilà. Donc, elles ont été formidables. Quand j'ai eu du mal, quand je pouvais, voilà, il fait des moments, des soirées ou des nuits, il a fallu que je sorte de là, ben, elles étaient là. Voilà, elles ont dormi avec elle, en réanimation, elles ont fait sa toilette, elles ont, comme moi. Voilà, donc ça n'a pas été des moments difficiles, voilà, ça a été des moments difficiles, mais il y a eu des moments de joie, voilà. Il y a eu des moments de joie, des moments de bonheur. Alors, je me souviens dans le film, quand ils commencent à parler, quand ils s'échappent, ils font une fugue dans l'hôpital. Ben, nous aussi, voilà. Pendant le Covid, on était interdiction stricte que ses sœurs qui étaient potentiellement covidées, son papa aussi, voilà. Donc nous, on s'était enfuis avec Atis et on allait se retrouver dans l'hôpital pour retrouver son père et ses sœurs, voilà. Donc voilà, après, voilà, pour le couple, c'est pas forcément simple non plus, hein, c'est apprendre à se retrouver, parce que moi je vivais à l'hôpital, tout le temps avec Atis, que papa venait nous joindre tous les jours, hein, il était toujours présent, il gérait aussi les petites sœurs, la vie de la famille, la chienne, les chats, tout ça. Bon bref, voilà, tout ce passage, tout ce parcours, parce que là on voit dans le film effectivement un parcours. Je pense que dans tous les cas de cancer, il y a des parcours de vie, il y a des parcours d'accompagnants, des parcours plus ou moins difficiles, mais il y a aussi des belles rencontres. Voilà. Alors bon, nous, là ils disent merci à l'hôpital, merci aux infirmières et aux médecins. Moi, j'ai fait des très très belles rencontres, Atis et ma famille aussi. Des rencontres où, en fait, les médecins, c'est important, les infirmières aussi, mais aussi les femmes de ménage. Nous, à Jean Perrin, les dames de la cafétéria. Voilà, c'est quelque chose qui était extraordinaire. Voilà, c'était un moment où on pouvait se retrouver, où il y avait toujours un sourire. Les brancardiers qui l'emmenaient à chaque fois à ses examens. Les brancardiers, parce que c'était des jeunes hommes de 19 ans, d'âge d'Atis, et qui déconnaient avec elle, qui se marraient, qui la faisaient un petit peu peut-être revenir à l'âge d'adolescente, l'espace de quelques minutes, de quelques instants. Les psychologues qui sont bien sûr là dans la salle. Je pense qu'il y a il y a les ambulanciers aussi avec qui, parce qu'on a fait je ne sais combien de parcours entre Le Puy et Jean Perrin. Voilà, je pense qu'il y a un engrenage de gens qui sont importants, et sans ces personnes-là, je crois qu'on ne tiendrait pas le coup, quoi. Voilà. Donc, nous, à la différence de vous, on n'a pas eu la chance que notre fille survive. Voilà, elle est décédée le 31 mai 2022. C'est pas très longtemps. Elle a combattu jusqu'au bout, voilà. Et nous aussi.
Alors après, voilà, il y a le décès et puis il y a l'après. Donc moi j'ai pas connu la Ligue contre le cancer pendant la maladie d'Atis parce qu'on était sur Jean Perrin et puis que il était dans le combat, donc on s'est même pas posé la question. Il y avait des psychologues, il y avait des soins de support aussi, une réflexologue qui venait faire des soins d'esthétique parce qu'Atis aimait bien faire les ongles et tout ça. Enfin, voilà. Donc il y avait tout ça sur Jean Perrin qui existait. Par contre, après son décès, moi j'ai eu un gros vide, hein, donc j'ai eu besoin de me faire aider par une psychologue de la Ligue contre le cancer, Agnès Suc. Et moi, pour survivre à ça, j'ai appris, en fait, j'ai eu, pour avoir une sorte de résilience, j'ai trouvé la résilience dans les mots, voilà, dans les mots et dans l'écriture. Donc j'ai commencé par jeter des mots, des idées, tout ce que j'avais pu vivre, en fait. Voilà, tous mes vécus, tous mes cauchemars, je les ai mis sur des bouts de papier. Et j'en ai fait un livre, voilà. Alors j'ai pas la prétention, voilà, ce livre il s'intitule Atis la guerrière, voilà. Il a été édité par une maison d'édition, les éditions Véronne, et alors j'ai pas la prétention de donner des leçons à qui que ce soit, mais je trouve en tout cas l'écriture m'a aidée, en tout cas voilà, l'écriture m'a aidée. Pour trouver un chemin vers la résilience et pour se reconstruire, quoi, tout simplement. Voilà. On va laisser la parole aux parents de Lou et Elena s'ils sont... Je vous ai éteint. Je sais que c'est compliqué de passer. Oui. Après tout le monde, là. Ça marche. Bonjour, bonsoir. Je suis la maman de Lou et Elena, diagnostiquée d'une LALB à l'âge de 4 mois. J'aimerais surtout dire que moi j'en ai beaucoup voulu à l'hôpital, au Puy, à Émile-Roux. Le médecin qu'on a vu et qui nous a juste dit qu'elles avaient une maladie de peau et je l'ai très mal vécu. Là où vous avez dit tout à l'heure que vous n'en vouliez pas aux gens et tout, moi je leur en veux beaucoup. On a oublié un docteur. Ça, je en veux beaucoup. Pendant 5 semaines, on a fait des allers-retours aux urgences et franchement c'était super dur. On s'est mutuellement accusés d'avoir maltraité nos enfants parce qu'elles avaient des bleus qui apparaissaient sur le corps. C'était super dur. La nana de la PMI qui m'a littéralement dit qu'elle allait ouvrir un dossier de suspicion de maltraitance. Je trouve ça c'est horrible. Ça a été vraiment une grosse épreuve. Bon, après, quand la maladie est arrivée, quand on a su ce que c'était, déjà, moi je me suis sentie soulagée en fait de savoir que j'avais raison et qu'elles avaient un truc et que c'était grave. Parce qu'au début, personne ne croit. Après, il y a un truc qui m'a... dans le film qui m'a fait pleurer parce que la mère de elle, je sais plus son prénom, pardon, ceux qui sont un peu bourgeois là, quand elle faisait que dire et les séquelles et machin, et ça m'a fait penser à mon expérience avec ma belle-mère, parce que bon, déjà les relations avec les belles-mères, voilà. Mais alors Elena, on est arrivé aux urgences le 11 octobre 2020 à minuit et demi à Clermont-Ferrand. Après qu'on nous ait dit on va faire une prise de sang, vous inquiétez pas, elle est blanche, mais c'est juste une petite anémie, on va la requinquer, lundi vous êtes chez vous. Bon, au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. On a fini en pronostic vital engagé à Clermont et au bazar. Donc pour Elena, on l'a su dans la nuit du samedi au dimanche que c'était une hypothèse, une leucémie. Après, ça s'est confirmé par la suite. Et en fin de semaine, j'ai quand même dit au médecin, Lou aussi, elle a des bleus sur le corps et tout, on fait quoi? Parce que c'est sûr, elle a un truc quoi aussi. On va déjà sortir Elena Drea et puis on verra sa sœur après parce que elle va bien aujourd'hui. Oui, elle avait le teint rose, hormis les bleus, il n'y avait rien quoi, tout allait bien. Donc ils ont fait un prélèvement sanguin. En attendant, Elena était au bloc pour poser le caté, donc il fallait un en hôpital de jour et l'autre devant la salle du bloc là-bas.
Ça aussi, c'est particulier, je trouve. Et on a oublié de demander les résultats de la prise de sang de Lou le jeudi. Donc on va récupérer Léna qui sortait du bloc avec son caté, on va au shop, service hématologie, oncopédiatrique, au CHU, et puis c'est le lendemain matin, le vendredi matin, je vais voir les médecins, et puis je leur dis au fait, on vous a pas demandé, mais ça a donné quoi les résultats pour Lou? Et là on nous a dit, il va falloir qu'on revoie Lou cet après-midi, il faut qu'on fasse des examens complémentaires, on a trouvé des blasts. Ok. Bon, super, génial. D'accord, donc j'appelle mes parents, parce que mes beaux-parents et mes parents se prenaient une nuit chacun Lou chez eux pendant qu'on restait en réa avec Elena. Donc mes beaux-parents, pardon, nous déposent Lou. Alors je trouve ça terrible, les myélogrammes, enfin, cette piqûre, là, ce tire-bouchon dans le dos, enfin, c'est affreux, je trouve. Bref. Et le soir, à 17h, l'infirmière nous appelle. On attendait tous dans le hall de l'hôpital. On n'arrivait même pas à aller voir Elena dans sa chambre. Et l'infirmière nous dit, il faut que vous montiez. Le docteur Girard et le professeur Canol veulent vous voir. Ok, on arrive, mais du coup, c'est bon ou c'est pas bon? Enfin, c'est comment? Ah non, mais c'est pas moi qui fais les annonces, machin. Ok. Et là, on rentre dans cette salle. Et il y a un paquet de mouchoirs et 2 bouteilles d'eau sur la table. Et là, j'ai dit, bordel, mais c'est signé, enfin je veux dire, déjà que les blasts, c'est pas bon signe, mais alors en plus là, avec ces bouteilles d'eau et ce putain de paquet de mouchoirs. Et le professeur Canol nous dit que Lou, c'est comme Elena. Ok. Et là, je lui dis, mais c'est une blague. C'est une caméra cachée, vous nous faites une blague. Et c'est là où, en fait, du coup, j'ai pas eu du tout la même réaction que eux, quoi. Moi, c'était, mais ils se foutent de ma gueule, quoi. Et puis, l'euphorie, enfin ouais, je me mets à rire parce que je me suis dit, mais c'est une blague, mais vraiment de mauvais goût, quoi, c'est nul comme blague. Et en fait, elle rigolait pas du tout. Enfin, un médecin, c'est hyper fermé, quoi, ça laisse rien transparaître. Donc à un moment donné, j'arrête de rire et je pleure. Et là, je regarde Greg et je lui dis, mais il y a tes parents en bas, on leur annonce comment? J'en suis incapable, moi je reste assise sur ma chaise, je bouge pas. Il appelle ses parents et il y avait une tante de Grégory qui était arrivée entre-temps. Tout le monde monte dans le bureau. Ma belle-mère s'assoit à côté de moi. Greg laisse sa chaise à sa mère. Elle s'assoit à côté de moi, je vous jure, ça me traumatise encore. Et en fait, donc là, le professeur était parti, mais c'est le docteur qui a suivi les filles jusque-là, qui dit que les 2 filles sont malades, qu'elles ont une leucémie, machin. Et là, ma belle-mère me regarde et me dit, tu crois qu'elles vont mourir? Et là, la phrase, il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, a pris tout son sens, puisque je me suis littéralement mordu la langue à ce moment-là. Et en fait, je n'ai pas répondu, et c'est Greg qui lui a dit, mais on ne sait pas, en fait. Et après, s'en est suivi un long moment où, comme la mère, la grand-mère, où tous les jours, ma belle-mère nous appelait en nous demandant si on avait de l'espoir, et si on pensait qu'elles allaient mourir. Et c'était 3 semaines hyper difficiles. Déjà, d'un côté, on avait les filles, donc déjà, il faut commencer à parler langage médecin, aplasie et tout le bordel, là, tout ce cirque avec les mots, là. Au début, on se dit, bon, alors, moi, comme lui, je n'ai pas regardé leucémie sur Google. Hein. C'était interdit pour moi de regarder leucémie sur Google. Et ouais, je trouve que c'est un bazar sans nom, tous ces mots, et en plus, on nous balance tout ça, et on est là, on essaie d'en retenir le plus possible, parce que d'ailleurs, il faut retranscrire au reste de la famille, et enfin, moi, après, on est suivi la page Instagram et la page Facebook, et tout le cirque que beaucoup connaissent ici. Parce que j'en avais marre de passer plus de temps sur mon téléphone à tenir au courant tout le monde, plutôt qu'être avec les filles. Ça m'avait gonflé. Et pour en revenir à ma belle-mère, à un moment donné, on a fait intervenir ma mère et la tante qui était là pour dire qu'il faut qu'elle arrête, quoi. Ou alors elle dit ça, mais il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ce côté, à un moment donné, où on voit que ils ont dit que l'opération avait réussi, mais ils n'ont pas dit le reste. Ce truc de on protège quand même nos parents, on protège quand même les gens qui nous aident. Ça, à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'on arrête de faire cette espèce de zone tampon. C'est pas à nous de le faire. Du coup, en fait, nos parents, à un moment donné, je leur balançais tout dans la tronche. J'ai rien à secouer. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise, c'est une mauvaise. Écoute, quand Elena, on a su qu'elle allait, nous annoncer qu'elle allait mourir. Aujourd'hui, tout va bien dans une section. Mais on nous a dit qu'on ne la soignerait pas avec les moyens qu'on a actuellement, après moult traitements, puisqu'elles n'ont jamais fait ce qu'on attendait d'elles. Chimio raté, thérapie génique ratée, carticelle ratée, greffe ratée, sauf pour Elena. Après les carticelles, on nous avait dit la maladie, on a une mauvaise et une très mauvaise nouvelle.
Et là, on a dit, d'accord, elle est où la bonne? Non, une mauvaise et une très mauvaise. Donc du coup, la mauvaise, on se dit, bon, bah, ça suspicion de rechute ou un truc comme ça. Donc oui, plus de CAR-T-cell dans l'organisme. Et du coup, on a dit, la très mauvaise, c'est quoi? Bah, la maladie a muté. Ah, c'est génial. Et là, du coup, on s'est pris directement, bah voilà, on peut faire on recommence la chimio, parce qu'elle avait quand même plutôt bien réagi au tout début, ou alors on arrête et vous profitez de votre fille. Non, on continue, on y va, quoi. Enfin, c'est bon, ça fait 2 ans qu'on est là, et puis là, ça après, quoi. Enfin, on peut continuer. Et puis, en attendant, il y avait sa frangine à côté qui allait rentrer en chambre stérile pour recevoir elle aussi sa greffe. Donc, il fallait jouer aussi sur les 2 tableaux. Là où vous avez vécu avec des fratries et devoir faire les allers-retours, moi je trouve que dans notre malheur, on a eu de la chance. C'est qu'on a toujours été tous les 4, et on a toujours été tous les 4 à l'hôpital. Ça, il y en a qui me disent « Oh, mais quand même, c'est triste et tout ». Mais non. On a toujours été tous les 4 dans le même service, et là où les frères et sœurs ne pouvaient pas se voir, bah, nous, on avait la chance qu'elles pouvaient se voir à travers une vitre. Donc chacune d'un côté du couloir, il y avait des fenêtres qui donnaient dans le couloir, et en fait, elles se voyaient comme ça. Et après, bon, bah... elles savent se servir de FaceTime, mais en 4 ans, tout va bien. Bah ouais, c'est des bébés hôpitaux. On a vécu le confinement à l'hôpital. Nous aussi, on s'est échappés. Greg, il profitait du passage de la femme de ménage dans la chambre. Bernadette, elle s'appelle. Elle est géniale. Et en fait, elle nous filait tous ces petits coins. Greg fume, donc du coup, il partait fumer en cachette avec la femme de ménage. Dès qu'elle faisait la chambre des filles, hop, il disait, ça y est, c'est la pause et tout. Et hop, il se barrait dehors, alors qu'on n'avait pas le droit de sortir du service. Il fallait manger dans le service, vivre dans le service. Même pour laver notre linge, c'était un sketch. À la maison des parents, on a vécu à la maison des parents aussi. Un sacré bout de temps. Et la carte de santé, elle nous a chopé. Parce qu'on devait sortir qu'une seule fois du service. On n'avait pas le droit de faire des allers-retours. Donc pour fumer, déjà, vous comprenez bien que c'était compliqué pour Greg. Moi, encore ça va, je fume pas. Mais notre linge à la maison des parents, les horaires d'ouverture, c'est entre 9h et midi, 14h et 18h. Ouais, mais on est à l'hôpital, nous, là. Donc on fait comment? Et en fait, on s'enfuyait du service avec les infirmières et les auxiliaires de notre côté, qui surveillaient la carte de santé. Enfin, c'était un sketch, c'était trop bien. Ça, c'était vraiment, vraiment marrant. Après, toutes ces belles rencontres, c'est vrai que les infirmières et tout, elles ont toujours été là pour nous. Bon, évidemment, on n'a pas eu le temps de crocher avec tout le monde, heureusement, il faut tout pour faire un monde. Il y en a quelques-unes avec qui on s'est pris le bec. Mais c'est pas grave, je veux dire, c'est trop triste ce qu'on vit tous, mais en fait, il faut se concentrer sur le positif. Voilà. Alors, ouais, aujourd'hui, on a de la chance, elles sont passées de la petite section à la moyenne section. Elena, c'est un vrai boucan, donc elle a fini au coin le jour de la rentrée. Lou, je lui ai mis un pantalon tout neuf mardi dernier, elle a mis un coup de ciseau dedans. Je m'étais dit la veille, j'ai la flemme de laver le jean avant qu'elle le mette, donc j'ai juste enlevé les étiquettes, je lui ai mis, et elle dit maman, je voulais un short. Je lui ai dit mais c'est une blague, c'est pas comme ça qu'on fait. Elle avait donné un coup de ciseau, oui, dans son jean. Merci la rentrée. Mais non, ouais, c'est grave ce qu'on a vécu, je me rends compte aujourd'hui, d'ailleurs le après est difficile pour moi, je suis en train de faire une dépression. Je cherche un psychiatre d'ailleurs, si quelqu'un connaît un psychiatre. Parce que ouais, là, je viens un contre-coup, je me suis rendu compte dimanche, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que je me rends compte que c'est grave ce qu'on a vécu. Donc ça fait un petit moment qu'on est sorti de l'hôpital, mais je me rends compte que maintenant, c'est grave. Je garde le sourire et je suis de nature optimiste, donc du coup, j'ai jamais baissé les bras et je pense que je les baisserai jamais, mais là j'ai besoin d'aide. Ouais, j'ai besoin d'aide. Je vais quand même préciser que l'aide, elle est là. On est là pour vous, on a des psychologues, elles sont à votre disposition. Merci. Elles sont à la disposition des accompagnants, parce que bien sûr, c'est une épreuve terrible que l'on traverse, parce que quand on a le nez dans le guidon, il faut y aller. Oui. Mais oui, bien sûr qu'on s'oublie soi-même. Un peu, ouais. Et oui. On va laisser la parole rapidement au dispositif Maya, si vous voulez dire un petit mot, parce qu'après il faudra évacuer la salle dans une petite minute, et on peut continuer par contre de discuter dans le couloir, vous pourrez boire un coup, et grâce à la FGEN qui nous offre un petit coup à boire.
et on pourra échanger après en petit comité, il n'y a pas de souci. Voilà. Déjà, merci à la maman d'Atis de nous avoir invités et à la Ligue de cette journée, de cette soirée. Je vais vous présenter Maya en quelques mots, comme ça après si vous avez envie on pourra échanger. Maya, c'est une unité mobile qui intervient sur l'ensemble de l'Auvergne. On est là pour les adolescents à partir de 15 ans jusqu'à 15-24. Je me trompe toujours parce que je voudrais inclure ceux qui ont 14 jusqu'à ceux qui ont 25. Donc voilà, on n'est pas une unité de soins, on est une unité de parcours. C'est-à-dire qu'on a bien compris une chose, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a pas mal de mouvements. On passe d'un hôpital à un autre, de centre de soins à un autre, de soignants à d'autres soignants. Et du coup, on essaye d'être le fil rouge de ces parcours de soins. Du coup, nous, on est basé sur le CHU d'Estaing, mais on intervient sur l'ensemble de l'Auvergne. C'est la première fois qu'on vient au Puy parce qu'on a une unité qui est toute jeune, qui est née en 2018 grâce à Anne-Sophie et au docteur Canold, et que j'ai rejoint il y a quelques années. Moi, je suis la psychologue de l'unité, donc effectivement, il y a besoin d'aide pendant, mais aussi beaucoup après. Parce que la spécificité de l'unité de Maya, c'est qu'on intervient à partir du diagnostic et qu'on suit jusqu'à temps qu'ils en ont marre de nous. Et qu'on les suit quel que soit le parcours. Anne-Sophie, tu veux peut-être te présenter? Moi, je m'appelle Anne-Sophie Riotor, je suis l'infirmière coordinatrice de dispositif, du coup, qui fait partie d'une nouvelle structuration, d'une nouvelle prise de conscience que cette tranche d'âge a des besoins qui sont un petit peu différents de la pédiatrie et qui sont très différents du secteur adulte. C'est un dispositif qui est né à Clermont-Ferrand fin 2018 sur une demande des patients et de leur entourage qui a été verbalisé grâce aux États généraux de la Ligue contre le cancer en 1998. Donc un timing ministériel assez long sur la prise de conscience. Ce dispositif, nous, il fait partie d'une structuration du coup pour le territoire auvergnat, mais en lien quotidien avec l'ensemble des dispositifs français, puisque après cette tranche d'âge, effectivement, c'est soit des enfants qui ont survécu à un cancer pédiatrique et qui ont des problématiques qui ne sont pas en lien direct avec la maladie, mais avec leur vécu, qui laissent quand même des traces sur la scolarité, sur le suivi psychologique, sur les liens à la fratrie, enfin divers impacts. Et il y a des jeunes aussi qui sont diagnostiqués entre 15 et 24 ans qui ont d'autres problématiques. Donc on est fil rouge sur cet ensemble de prise en charge. On essaye. On est une équipe pluridisciplinaire, puisque un jeune tout seul n'arrive pas à suivre un parcours de soins. Qu'il soit mineur ou majeur, il a des parents, ou un conjoint, ou des enfants pour nos jeunes adultes. Et il a des questions de jeunes, donc c'est-à-dire comment il va faire pour vivre demain, qui va garder le chien, comment on va gérer pour pouvoir faire venir la fratrie, savoir aussi comment ça va se passer pour sa famille, également qu'est-ce qui va se passer pour ses études, comment va-t-il réussir à se reconstruire derrière tout ça, comment va-t-il réussir à faire la fête même s'il est en traitement, comment il peut faire rentrer ses copains et le dernier repas McDo, enfin voilà, des questions de jeunes quoi. Voilà, et après, le but du dispositif, c'est effectivement d'être en lien l'ensemble des villes françaises pour que ces jeunes puissent aussi continuer soit leur parcours de suivi médical après, soit avoir des relais par rapport aux problématiques liées à leur âge. Et merci à la Ligue qui nous soutient du coup sur le comité 63 parce qu'on a Estaing et qui fait des soutiens des familles sur l'ensemble des comités. Donc merci à vous. On va remercier donc le public avant tout. Merci d'être venu pour cette soirée consacrée Septembre en Or et au cancer pédiatrique. Merci à tous les intervenants qui ont livré un témoignage bouleversant. Et puis merci pour leur courage parce que c'est pas facile de prendre la parole et de parler de ça. Merci à la MGEN aussi qui nous a accompagnés pour cette soirée débat, cette première.
Voilà. Et vous pouvez continuer à débattre, à échanger, à poser des questions à l'extérieur où la MGEN donc offre un petit pot à boire et puis quelques petits trucs à manger. Voilà. Donc on peut continuer à discuter. Voilà. Merci à tous.